Le Forum économique oriental de Vladivostok, lancé en 2015, vise à développer l'extrême-orient russe, une région riche en ressources mais sous-exploitée. Aujourd'hui, il est devenu une plateforme majeure pour la coopération entre la Russie et ses partenaires asiatiques, notamment la Chine, l'Inde et les autres membres des BRIC. Le contexte actuel, marqué par les sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine, renforce l'importance de cet événement. Lors de la séance plénière, Vladimir Poutine a souligné que, malgré les sanctions, la Russie reste soutenue par des partenaires comme la Chine et l'Inde, qui cherchent à trouver une solution pacifique au conflit. Il a également insisté sur la stratégie russe visant à contourner les sanctions, en diversifiant ses relations économiques vers l'Asie pour assurer la stabilité du pays. Suivez l'intégralité de la vidéo pour en savoir plus. Bonjour, heureux de vous accueillir pour la séance plénière du Forum économique oriental. Cette année, le thème est l'extrême-orient russe 2030. Unissons nos efforts, créons des opportunités. Monsieur Poutine, vous aviez dit déjà que la priorité pour le XXIe siècle, c'est le développement de l'extrême-orient russe. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce que doit faire la Russie pour mettre en place une coopération avec ses partenaires? Et donc nous allons chercher des réponses à toutes ces questions en discutant ensemble, mais je vous demande déjà de prendre la parole pour votre discours d'ouverture. Cher Monsieur Anwar Ibrahim, cher Monsieur Khanjan, Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai le plaisir de saluer tous nos invités pour ce 9e Forum économique oriental. La Russie, Vladivostok, traditionnellement, début septembre, accueille les grandes entreprises, les équipes de haute technologie, les dirigeants de grandes entreprises, des spécialistes, des experts, des entrepreneurs qui manifestent leur intérêt pour l'extrême-orient russe. Et c'est effectivement des opportunités sans limite qui sont ici, des possibilités de partenariat qui sont uniques dans cette zone réellement unique de notre pays. Et donc cette orientation majeure de développement pour notre pays, et comme vient de le dire Alexandra, c'est effectivement une priorité qui est même nationale pour le XXIe siècle. Et cela, ça a été confirmé par les réalités de la vie elle-même et les difficultés que nous avons rencontrées, les tendances que nous constatons qui prennent de plus en plus d'ampleur dans l'économie mondiale. Quand les liens économiques et commerciaux, les itinéraires logistiques, les voies de développement se réorientent vers l'Orient d'une manière générale et vers les pays du Sud. Et la position géographique de notre pays nous donne beaucoup d'opportunités de développement. Nous pouvons surmonter toutes ces barrières qui sont imposées à l'ensemble du monde par certaines élites occidentales. Et comme je l'ai déjà dit, l'extrême-orient russe est un espace gigantesque pour manifester des initiatives et mettre en place des secteurs économiques entiers. Et aujourd'hui, sans exagérer, on peut dire que l'extrême-orient est un élément déterminant de développement de la Russie. C'est même une orientation phare qui correspond à la réalité économique. Et comment va se développer l'extrême-orient russe? Eh bien, de cela dépendra l'évolution, le développement de notre pays. Et toutes ces images orientées vers le passé, vers le futur, sont justement au cœur de nos discussions dans ce forum économique oriental. Et ce forum revêt de plus en plus un caractère représentatif, puisqu'il représente effectivement plus de 75 territoires différents. C'est une plateforme de dialogue entre les entreprises pour la recherche de solutions en investissement. Je peux dire que au cours des 3 derniers forums, nous avons signé des milliers de contrats pour des centaines de milliers de dollars d'investissement, et cela représente des orientations majeures pour l'orientation de notre développement, pas seulement vers l'extrême-orient russe, mais aussi l'ensemble de la zone
Asie-Pacifique. Et quand je parle des mesures à prendre, des propositions qui ont été faites à nos partenaires étrangers en matière d'investissement, de coopération, d'échanges commerciaux, et tout cela, avec les résultats que nous avons déjà, nous permet d'orienter notre politique extérieure, intérieure, sociale, et cela doit concerner chaque habitant de notre région. Je rappelle que depuis 2013, nous avons lancé un programme stratégique de gestion du développement dans cette zone. Cette orientation a fait ses preuves. Nous lançons plus de 3500 projets d'infrastructure en matière de développement, et le rythme de développement des investissements a été multiplié par 3 ces dernières années en 10 ans. Et ce résultat de ces investissements est particulièrement visible. Nous avons des milliers de nouvelles entreprises. Nous avons créé plus de 144 000 emplois. Nous avons dépassé la moyenne nationale de développement. Et je rappelle que nous avons mis en place ici 16 territoires de développement avancés. Nous avons lancé un tarif préférentiel sur le plan fiscal, notamment sur l'île Rouski. Et d'ailleurs, cette zone a permis de faire revenir dans le domaine russe des actifs à hauteur de 6 000 milliards d'euros. Tout cela permet d'améliorer le climat des affaires, et nous allons continuer à utiliser les nouvelles mesures que nous avons mises en place, notamment avec des partenaires étrangers. Et ce forum économique oriental était aussi le moyen de lancer justement ces territoires de développement avancés pour mettre en place des conditions meilleures de compétitivité pour les entreprises, y compris celles qui viennent de pays amis. Et donc les entreprises ici, dans le territoire de Primorié, ont la possibilité de lancer leurs activités. Et ici, nous avons toujours l'objectif de créer un nouveau port, et je demande au gouvernement de travailler à la mise en place de ce nouveau port, et cela nous permet de travailler avec des partenaires sur l'établissement de nouvelles normes, et notamment à partir du 1er septembre de cette année, notre législation prévoit la possibilité d'utiliser des standards étrangers en matière de projection et de construction de sites d'infrastructures. La nécessité impérieuse ici, c'est celle de la qualité, qui ne doit pas être inférieure à la nôtre au niveau national. Et tout cela peut être intéressant si nous participons à des appels d'offres internationaux. Et dans les relations que nous avons avec nos partenaires étrangers, nous avons pu créer des emplois, notamment dans la zone de l'Ussuri. Nous avons mis en place des pôles logistiques. Nous avons étendu le réseau routier, et au mois de mai, lors de ma visite en Chine, j'avais parlé de la nécessité de travailler ensemble avec nos partenaires, avec nos amis les partenaires chinois dans la région de Khabarovsk et l'ensemble de toute cette région, et je demande au gouvernement et aux autorités locales de travailler à cela pour la mise en œuvre de ce plan dès l'année 2025. Évidemment, une des questions majeures ici pour le lancement de ces initiatives, notamment en milieu industriel, c'est de mettre en place des façons de développer le parc de logement et les infrastructures de transport. Il y a aussi, cela doit s'accompagner aussi d'un accompagnement sur le plan énergétique, et à la fin de la décennie,
Nous prévoyons 96 milliards de roubles d'investissement dans le développement de ces infrastructures énergétiques et de transport. Il y a encore beaucoup de secteurs dans cette région qui manquent d'électrification et de gazification. Et donc, quand on développe des sites industriels, il faut accompagner cela pour la population. Nous travaillons avec les milieux d'affaires et nous prévoyons un système de développement. Nous mettons en place des mécanismes de financement soutenus. Dans le cadre de ce programme, il s'agit de limiter le déficit, d'éliminer le déficit en énergie, de lancer de nouveaux sites de régénération, notamment avec des nouvelles centrales électriques qui alimentent pas seulement leur région concomitante, mais aussi protéger toutes les localités environnantes du risque d'inondation. J'en ai parlé encore hier avec les collègues. Je le souligne, le plan de développement de l'énergie doit concerner non seulement, doit prendre en compte les besoins pronostiqués et nous devons travailler avec l'ensemble des entités de la Fédération de Russie et des municipalités dans le calcul de ces besoins. Les opportunités sur le plan logistique doivent être calculées aussi pour l'ensemble du pays et donc les plus grands projets qui ont été lancés, c'est donc l'extension, parmi eux il y a l'extension du polygone ferroviaire de l'Extrême-Orient et l'an dernier nous avons construit plus de 2000 km supplémentaires de voies ferrées. Nous avons construit plus de 100 ouvrages d'art, ponts et tunnels. Et à l'issue de cette année, la capacité de transport du polygone ferroviaire de l'Est passera à 189 millions de tonnes par an. Et nous en sommes aujourd'hui à la troisième tranche de construction dans ce développement et nous allons devoir travailler non seulement à l'extension de ce réseau et notamment les endroits dits serrés, mais nous avons aussi des ouvrages d'art à construire en la matière pour doubler les capacités de transport. Il s'agit de ponts, il s'agit de tunnels et c'est un travail d'ampleur qui doit se faire sur toute la longueur du BAM, c'est-à-dire le Baïkal-Amour magistral, et nous devons continuer à travailler pour que cet axe ferroviaire soit accompagné aussi d'une électrification systématique sur l'ensemble de cette voie avec un total de 3000 km de voies ajoutées. Et dans la première tranche, dans la deuxième tranche du transsibérien, nous devons faire autant maintenant jusqu'à cet objectif pour augmenter. C'est ce travail que nous faisons en ce moment et nous allons dire que ce serait la plus grande infrastructure de transport réalisée depuis l'URSS qui avait été construite à l'époque avec toutes les républiques de l'URSS. Ça avait été des efforts qui avaient été conjugués, mais nous continuons à travailler ainsi pour établir un réseau routier continu de Saint-Pétersbourg à Vladivostok, compte tenu de l'augmentation des trafics, de la circulation. Et la construction de ces corridors permet d'encourager le tourisme pour des dizaines de régions de la Fédération de Russie. Ce corridor se fait par étapes. En octobre de l'an dernier, nous avions ouvert une nouvelle route entre Moscou et Kazan. À la fin de cette année, elle doit aller jusqu'à Yekaterinbourg, puis Tyumen. Et ensuite, il y aura des rocades autour de Kemerovo, Kamsk et d'autres villes de Sibérie. Et tout cela doit s'inscrire dans un seul réseau de plus de 10 000 kilomètres avec des voies d'accès vers les zones frontalières de la Russie. Et tout ce que j'avais annoncé dans mon discours à la Fédération de Russie doit être appliqué ici. Il y a encore une fois, je le répète, il y a cette priorité de développement des réseaux routiers et ferroviaires et nous devons avoir un résultat
d'ici la fin de l'année vers les 5 postes frontières de la région extrême-orientale et nous avons donc une bonne dynamique ici qui doit se poursuivre. Et je le souligne ici, dans le polygone ferroviaire oriental et sur les sites routiers, nous avons effectivement un très grand travail qui a été fait avec l'implication de spécialistes, d'ingénieurs, de projecteurs de toutes les régions du pays. Et ce travail intense qui a été fait, cette ténacité, ils ont pu montrer que la Russie est prête et capable à construire beaucoup et de qualité dans ce développement des infrastructures de transport au niveau national et on peut dire même au sens propre du terme, au sens mondial. Et donc ce travail qui se fait sur la logistique, on voit que nous avons multiplié les capacités ces 10 dernières années, notamment sur la route maritime du Nord. Nous étions, il y a 10 ans, à 4 millions de tonnes par an. Maintenant, nous en sommes à plus de 20 millions. Et ce flux peut se multiplier aussi si on continue la maîtrise des gisements qui peuvent être développés. Et à ce moment-là, la route maritime du Nord pourra continuer à être développée. Nous développons aussi une infrastructure de transport, une infrastructure de secours pour, dirons, bien dérouler ces nouveaux itinéraires. Et dans ce schéma, aujourd'hui, nous avons 14 ports qui fonctionnent et je note aussi qu'à l'issue de l'an dernier, les capacités des ports de Russie sur le Grand Nord étaient à hauteur de 40 millions de tonnes. Donc nous avons des capacités que nous pouvons multiplier. Nous devons étendre donc les accès ferroviaires à ces ports. Et à Vladivostok, la capacité du port doit dépasser maintenant les 100 millions de tonnes par an. Nous devons travailler avec nos partenaires ici en matière d'intégration au niveau eurasiatique, puisqu'on a vu que nos partenaires de Biélorussie sont tout à fait prêts à s'impliquer dans ce développement des infrastructures, notamment avec leur propre port dans la presqu'île de Kola. Et nous allons continuer à travailler avec l'ensemble de nos partenaires. J'ajoute aussi que toutes les grandes initiatives logistiques de la Russie, avec l'implication des nouvelles technologies dans le respect de l'environnement, permettent d'assurer la satisfaction de tous les besoins au niveau national en matière d'équipements industriels et de développement scientifique et technique. C'est sur la base de ces solutions nouvelles qui sont mises au point que nous pouvons assurer le développement économique aussi en matière de formation et d'enseignement de tout notre pays. Il y a aussi la question de la maîtrise des nouvelles technologies qui peuvent être mises en place. Nous travaillons aussi sur de nouveaux métaux, wolfram et d'autres minerais, les diamants, l'uranium. Nous avons plus de 70% de l'argent, par exemple, et de l'or en Russie qui sont extraits en Yakoutie, en Tchoukotki et dans d'autres gisements de cette région de notre pays. Or, la demande, elle ne cesse d'augmenter, pas seulement pour l'exportation, mais même pour notre marché intérieur. Et nous devons satisfaire les besoins de notre pays, mettre en place une base qui permette d'avoir une approvisionnement en continu de toutes nos régions. Cela concerne aussi les carburants, les autres sources d'énergie. Et nous devons travailler de façon plus efficace en utilisant nos technologies nationales. À notre forum l'an dernier, nous avions identifié avec le gouvernement des programmes particuliers d'études
et de mise en valeur de l'Extrême-Orient, par exemple en biologie. Ces programmes sont prêts. Chaque rouble du budget investi dans ces programmes doit s'accompagner de 10 roubles d'investissement privé, et tout cela permet à ce moment-là un retour sur investissement. Nous avons donc un effet normal sur l'ensemble de la chaîne de production, mais ce travail doit être fait de façon raisonnée, calculée. Et je demande au gouvernement, dans le projet de budget pour les 3 prochaines années, de prévoir le financement de ces programmes de façon à parvenir aux objectifs. Je le répète, l'Extrême-Orient russe a une capacité d'étude des ressources géologiques. Nous avons ici un travail qui doit être fait au niveau des richesses enterrées sous terre. Ici, nous avons un potentiel pour notre industrie de développement dans cette région. Nous avons cette potentialité de créer des emplois, de proposer de nouveaux services, de nouveaux produits dans toute cette chaîne logistique. Et nous encouragerons toutes les initiatives créatrices, innovantes, avec l'intelligence artificielle, et notamment en utilisant dans des usages civils les systèmes de drones. Et cet usage des nouvelles technologies nous permet d'utiliser justement, de mettre en valeur ce potentiel en matière de formation. Nous travaillons à la création de nouveaux campus, par exemple à Sakhalinsk, mais évidemment cela ne suffit pas. Je propose de lancer d'autres projets similaires avec de nouveaux campus, par exemple à Ulan-Ude, à Chita, à Novosibirsk, et nous pouvons travailler avec les universités ici dans l'Extrême-Orient. Et ces centres de recherche auront toutes les conditions pour que les gens vivent sur place, s'installent, travaillent et aient une activité. Nous allons aussi développer les universités en zone arctique. En plus du projet déjà lancé de campus Arkhangelsk, nous allons lancer un projet similaire à Mourmansk. Et sur la base de ces campus, nous aurons de nouvelles écoles d'ingénieurs. 2 écoles à Sakhalinsk et à Vladivostok ont déjà été créées. Leur objectif n'est pas seulement de former des spécialistes pour l'industrie et l'agriculture, mais ils doivent aussi travailler sur les questions de logistique, de transport, d'intelligence artificielle, et utiliser les nouvelles technologies qui ont été développées et toujours veiller au développement social de ces zones. Sur l'île Rouski, nous avons travaillé avec la société russe Roshydro. Nous avons mis en place de nouvelles ressources énergétiques, et cela nous permet de moderniser l'ensemble de cet outil que nous avons dans l'Extrême-Orient russe. Et avec les usines, avec les entreprises, nous allons créer aussi un autre centre de recherche sur cette île. Et son profil sera donc la recherche de solutions en matière d'ingénierie maritime avec les biotechnologies, la biométrique et d'autres orientations prometteuses. Et je demande aux autorités régionales d'utiliser tous les instruments en place pour installer des concessions et faire venir des scientifiques d'autres régions de Russie et d'autres pays, et développer ainsi cette capacité à soutenir la compétitivité de nos entreprises et de nos projets. Chers collègues, nous comprenons bien que le résultat de tous ces projets dans l'Extrême-Orient russe comme dans le reste du pays dépend en premier lieu des gens, des personnes, des familles que nous avons ici. C'est cette vieille logique que nous avions, par exemple, il y a les gens qui travaillent dans les usines, et cette
Mais si on oublie la famille, ce n'est pas juste. C'est la première chose. Et deuxième chose, ça ne correspond pas aux besoins dans notre pays qui se construit. Nous avons une société qui se construit autour de l'être humain. Et donc, nous avons de grands projets pour l'extrême-orient russe. Nous avons aussi justement lancé des mécanismes d'aide sociale. Et ces instruments nous permettent de reconstruire des jardins d'enfants, des cliniques, des écoles, des centres de sport. Nous aménageons les villes, les infrastructures sociales. Nous avons construit près de 2000 sites d'infrastructures sociales et les aides financières que nous avons apportées ont été un élément déterminant pour ce développement et notre objectif est de faire participer aussi des investisseurs privés pour soutenir à hauteur déjà de 120 milliards de roubles. Nous avons déjà 36 initiatives privées qui ont été validées ici. Et ici, dans le territoire de Primorié, nous avons lancé une station de sport d'hiver. Nous avons lancé ici et ailleurs des théâtres, des centres culturels, des musées, à Magad, Anchita par exemple, des centres sportifs. À Tchité et au Birobidjan, nous avons modernisé l'éclairage urbain et nous allons continuer à travailler en la matière en utilisant des concessions territoriales pour le bien de la population et des entreprises. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de partenariats publics-privés, nous, au niveau des voies routières, du transport urbain, des aéroports, nous avons beaucoup de projets, mais ils ne sont pas encore suffisants. C'est moins de 3% du PIB. Et pour développer ce domaine, nous devons améliorer la législation et les mécanismes de partenariat public-privé pour que les risques soient calculés de façon transparente et juste entre l'État et les investisseurs privés. Et en particulier pour les infrastructures à vocation sociale. Dans le cadre de notre lutte pour soutenir notre souveraineté, nous devons penser aussi à ce partenariat pour que les entreprises puissent contrôler la répartition des risques, soutiennent les projets tant au niveau de l'État qu'au niveau des entreprises. Nous en avons parlé. Les grandes entreprises sont prêtes à cela. Mais nous avons donc ces projets de financement qui sont très importants. Et je demande au gouvernement de déterminer cette politique que nous pouvons lancer de soutien à ces initiatives. Tout cela sera perfectionné petit à petit avec la participation des entreprises. Ce qui est important aussi, c'est que des investissements privés soient utilisés pour les projets de développement à long terme et pour que les localités, les municipalités soient impliquées aussi. Et nous promouvons ici de nouveaux instruments d'amélioration du niveau de vie de la population. C'est ce qu'on appelle les plans généraux. Vous êtes déjà informé de cela. Pour 22 centres administratifs et agglomérations de l'Extrême-Orient qui regroupent 4 millions d'habitants, nous avons déjà lancé ce type de dossier. Les documents sont en cours de validation et tout cela nous permet donc de développer donc ces agglomérations de façon plus étendue et dès l'année prochaine, 2025, nous devons travailler concrètement à ce développement, à la validation de ces plans généraux et pour travailler à l'amélioration sur le plan social et économique et que ces deux composantes soient liées. On a souvent des entreprises qui ont créé des choses, des structures elles-mêmes. Et le résultat, c'est que nous avions souvent un déséquilibre dans la prise de mesures. Nous avions des déséquilibres au niveau des localités, des municipalités. Donc il s'agit de lier de plus en plus la population aux entreprises pour que chacun ait son mot à dire et que chaque ville ait la possibilité
d'avoir un modèle à long terme, un modèle de développement avec toujours les deux composantes sociales et économiques qui soient liées dans cet espace. Et notamment sur le plan des transports, sur le plan énergétique, sur le plan du logement. Et l'objectif est d'assurer de façon intégrée cette qualité de vie. La plupart des mesures qui ont été prises sur les plans généraux ont été validées, mais nous avons encore, cette année, nous allons avoir des infrastructures sociales qui vont être mises en place. Et les entités de la fédération qui sont les plus actifs dans ce travail, le ministère du développement de l'Extrême-Orient russe a mis en place un classement spécifique. Et nous avons Sakhalinsk et Magadan. Les régions de Sakhalin et de Magadan sont en tête de ce classement. Et je remercie les collègues pour le rythme qui a été donné. Et je vous prie de poursuivre dans cette voie. Et chaque année, nous allons assurer un suivi de la validation de la mise en œuvre de ces plans généraux. Nous allons travailler avec les services fédéraux pour que les nouvelles entités prennent exemple sur ces décisions positives. Nous allons travailler aussi au calcul de nouveaux schémas de financement. Nous avons déjà accordé 30 milliards de roubles, mais nous allons continuer. Il va falloir déterminer les limites de ces objectifs pour les années 2025-2030. Autrement dit, au-delà des montants qui ont été déjà alloués et que les régions russes puissent obtenir selon le schéma standard. En ce qui concerne la réalisation des plans généraux, nous devons toujours tenir compte des projets nationaux qui se trouvent à l'étape d'achèvement du plan sur le plan de conception. En plus, le développement des villes de l'Extrême-Orient doit faire part d'un volet à part. Tout d'abord, il s'agit du projet national comme l'infrastructure pour la vie, les systèmes de transport, la famille, la longévité, aussi bien que la jeunesse et les enfants. Ce qui est aussi important, environ la moitié des dépenses sont financées par des sources extra-budgétaires. Cela veut dire que les milieux d'affaires des villes qui sont prêts à construire les hôpitaux, les écoles maternelles, de nouvelles autoroutes, moderniser les réseaux communaux et les autres sont prêts à participer. Bien sûr, nous allons soutenir ces subventions des milieux d'affaires et je suis sûr que grâce à cette cadence de modernisation des villes, leur part va augmenter. En plus de la part des partenaires stratégiques, des grandes entreprises qui, dans le cadre de leurs programmes sociaux, participent activement à la mise à jour des villes où ils développent leurs affaires. Leur puissance et leur expérience doivent être aussi utilisées pendant la réalisation des plans généraux qui sont prêts à financer la création des infrastructures communales dans les villes et des villages où ils sont en train de réaliser leurs projets d'investissement. Et une fois que ces objets d'infrastructure passent aux autorités communales, ils pourraient bénéficier des subventions. Et je demande au gouvernement de définir les paramètres de ce mécanisme. L'expérience de l'Extrême-Orient va servir de la base pour la mise à l'échelle des plans généraux et pendant allocation devant l'Assemblée fédérale d'ici 2030, ces documents stratégiques seront préparés pour environ 200 localités russes. Cela veut dire que nous allons mettre à l'échelle au total 200 dans toute la Russie, y compris les villes phares qui assurent une grande contribution dans la consolidation de la souveraineté technologique. En plus, l'infrastructure sociale est partie intégrante du système contemporain de la construction urbaine. Les investisseurs qui réalisent ce projet doivent bénéficier des subventions, surtout en ce qui concerne les territoires de développement avancé. Actuellement, nous sommes en train de roder ce mécanisme dans cette région et nous pensons construire 1 800 000
mètres carrés des logements où environ 70 000 personnes vont habiter. Pendant les 5 dernières années, les logements construits annuellement ont augmenté de 2 fois. C'est un bon indicateur et cette année, nous attendons la réalisation de 5 600 000 mètres carrés. Et je tiens à souligner l'importance des crédits hypothécaires de l'Extrême-Orient. Et comme vous le savez très bien, nous avons aussi mis à l'échelle ce mécanisme pour les participants à l'opération militaire spéciale avec le taux de crédit 2% par an. En plus, ce mécanisme a été aussi alloué aux jeunes familles qui ont des petits-enfants dont l'âge ne dépasse pas 36 ans. Le même mécanisme avec les mêmes conditions est proposé aux médecins aussi bien que dans les régions arctiques. Nous avons déjà prolongé ces programmes d'ici 2030. Je sais que le gouvernement a eu des discussions concernant les conditions de prolongement et je propose de mettre le point final. Cela veut dire de préserver le taux de crédit qui ne doit pas changer à raison de 2% par an. Et je tiens à rajouter qu'à partir de l'année précédente, dans le cas de premiers, dans les familles qui ont le 3e enfant, puissent bénéficier de la subvention pour un montant augmenté, pas pour 450 000 comme dans le reste du pays, mais d'un montant de 1 million de roubles. Et nous sommes mis d'accord qu'aussi 1 million de roubles peut être donné aux grandes familles dans toutes les régions de l'Extrême-Orient où le coefficient de natalité est inférieur en moyenne par rapport aux autres régions russes. Chers collègues, je tiens à demander que ce mécanisme commence à fonctionner à partir du 1er juillet dernier. Et je tiens à souligner l'importance des autres sujets pour nos familles qui vivent dans de petites villes et localités de la région arctique et de l'Extrême-Orient. Nous devons assurer l'alimentation de ces localités en tout ce qui est nécessaire, réduire les délais de livraison des charges. L'année dernière, nous avons adopté la loi sur l'alimentation pendant la saison d'hiver et son application est coordonnée au niveau régional. Donc, le transport des charges doivent bénéficier de la priorité sur les réseaux de transport et nous pouvons donner aussi des crédits budgétaires. Nous allons faire évoluer le réseau de transport logistique pendant l'alimentation, pendant la saison d'hiver, y compris par le transport fluvial et ferroviaire. À partir de l'année prochaine, l'opérateur unique de l'alimentation hivernale commencera son fonctionnement, qui va assurer d'abord l'alimentation de la péninsule Tchoukotka et après nous allons élargir son fonctionnement pour la région d'Arkhangelsk et le Krai de Krasnoïarsk. En plus, un sujet très important, c'est la médecine qui doit être accessible dans toutes les petites localités éloignées. Parce que parfois, le chemin de fer est le seul moyen de transport pour accéder aux soins médicaux. À partir du septembre dernier, dans 5 régions de l'Extrême-Orient et aussi à partir de l'année prochaine dans 8 régions, un train qui représente un centre de consultation et de soutien médical, qui représente un hôpital et une pharmacie sur les roues avec des docteurs et médecins spécialisés qui seront capables de donner des conseils et de demander le soutien auprès des centres fédéraux en bénéficiant des technologies de l'intelligence artificielle avant de donner le diagnostic et la conclusion, parce que nous devons assurer le soutien médical pour tous les habitants du pays, peu importe où ils vivent. J'aimerais remercier le chemin de fer russe, tous les médecins, tous les spécialistes du réseau ferroviaire, tous les autres qui participent à cette affaire qui est très importante pour tous nos habitants. Et je demande au gouvernement russe
d'assurer le soutien aux sociétés pour le fonctionnement sans interrompu de ce centre médical sur la base du train. Et dans le but de renforcer les liens entre les villes et localités de l'Extrême-Orient, nous allons développer les lignes aériennes parce que le nombre des passagers doit augmenter jusqu'à 4 millions par an. En plus, je demande au gouvernement de valider le projet spécifique avec des démarches pratiques à entreprendre. Bien sûr aussi, la question importante, c'est la flotte, parce que nous devons construire nos propres avions qui doivent être fiables, de haute qualité et à l'étendue nécessaire. Dans ce contexte, je demande d'accélérer la mise au point de l'avion léger Baïkal parce que sa production de série doit être lancée immédiatement. En plus, le coût et les caractéristiques techniques de cet avion doivent être compétitifs. En plus, pour que le vol et le coût associé soient accessibles pour la population. Sinon, il faut prévoir des subventions indispensables. Chers amis, pendant les années précédentes, l'Extrême-Orient est devenu plus attractif pour la jeunesse, pour les jeunes qui aimeraient avoir un métier intéressant, surtout pour des spécialistes bien expérimentés qui aimeraient utiliser leur savoir-faire, leur pratique dans les domaines où ils se connaissent. Pendant 8 ans, nous voyons l'arrivée, l'afflux de la jeunesse dont l'âge varie entre 20 et 24 ans. Dans le cadre des programmes comme le médecin, le docteur, des autorités locales, nous avons doublé les subventions pour les jeunes professeurs et les jeunes médecins qui arrivent pour travailler dans les petits villages de l'Extrême-Orient. Pour l'échelon intermédiaire, nous avons prévu les subventions à raison de 1 million d'euros. Nous nous sommes mis d'accord de prolonger ces programmes d'ici 2030, en plus en préservant le coefficient doublé pour l'Extrême-Orient. En ce qui concerne les spécialistes du domaine culturel, parce que ce programme doit soutenir tous ceux qui travaillent dans les bibliothèques, dans les écoles musicales, des musées, ça veut dire tous les gens qui préservent notre souveraineté culturelle, notre identité, nos valeurs traditionnelles, qui éduquent les jeunes spécialistes. Je demande au gouvernement de mettre sur le plan de réalisation à partir du 1er janvier prochain, surtout pour soutenir tous ceux qui arrivent au Proche-Orient. Il faut prévoir des coefficients augmentés pour des subventions uniques pour qu'ils puissent participer au programme de l'hypothèque et des prêts immobiliers à l'Extrême-Orient. Nous devons créer de nouveaux musées à l'Extrême-Orient et je demande de préserver la mémoire sur l'opération datant de l'août et septembre 1945 autour des îles de Kouril, parce qui est devenu le symbole de l'audace de nos officiers, de nos militaires qui ont éradiqué et détruit les forteresses ennemies. Je tiens à souligner que toute l'histoire de l'Extrême-Orient russe, de cette région gigantesque qui occupe environ 40% du territoire national, a été assurée par les gens qui étaient très forts par leur audace, leur esprit, qui préservaient les traditions des autochtones, des peuples indigènes, qui ont construit de nouvelles villes, de nouvelles usines, qui ont construit de nouvelles autoroutes en maîtrisant les gisements. Nos ancêtres qui ont développé l'Extrême-Orient servaient à leur patrie et l'amour envers leur pays natal leur permettait de fixer les objectifs nationaux et leur héroïsme et le sacrifice d'eux-mêmes sert au bien-être de la population d'aujourd'hui. Et les professeurs des instituts et des universités, tous les spécialistes des milieux d'affaires qui travaillent à l'Extrême-Orient ou qui pensent travailler ici, y compris les équipes de gestion, à partir de 2032,
Nous avons un programme Muravyov d'amour qui vise à éduquer les spécialistes de gestion d'État parce que le programme est populaire et nous voyons l'arrivée des gens ambitieux, les jeunes qui voient que l'évolution de l'Arctique et de l'Extrême-Orient, c'est l'une des tâches les plus promettrices face à laquelle se trouve notre pays et nous allons faire la promotion du programme Muravyov d'amour d'ici 2030 au moins. Ça veut dire toutes les associations publiques, tous les citoyens, tous les milieux d'affaires doivent participer à la réalisation de nouveaux projets, de nouveaux programmes pour qu'ils puissent bénéficier d'un spatialement et espacement à l'Extrême-Orient pour que cette région devienne plus importante. Et bien sûr, nous allons élargir les liens entre l'Extrême-Orient russe de tout notre pays avec les partenaires internationaux, avec les entreprises d'État et privées qui ont l'intérêt à développer le partenariat mutuellement avantageux qui va favoriser la consolidation des positions russes dans le monde entier. Je suis sûr que tous ensemble, nous allons réussir. Merci à vous tous de votre attention. Merci beaucoup, Votre Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un peu plus tard, je vais donner la parole à nos invités d'honneur, mais tout d'abord, j'aimerais vous poser quelques questions de précision. Si on regarde les données statistiques d'Eurostat 2023, la population de l'Extrême-Orient fait environ 1,7 million d'habitants. Et pour la même période, nous voyons l'augmentation migratoire dans 3 régions sur la péninsule Kamtchatka et le Kraï Primorié. Et nous voyons l'arrivée des jeunes, mais dans l'ensemble, c'est un peu compliqué de nommer cette situation stable. En plus, en 2023, nous avons vu une petite afflux, mais l'une des mesures qui va stimuler les gens à rester à l'Extrême-Orient, bien sûr, ce sont des plans généraux dont il s'agit. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le but, ici, on veut améliorer la vie à l'Extrême-Orient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais évidemment, je pourrais parler infiniment parce qu'il faut faire beaucoup plus par rapport à ce que nous avons déjà fait. Il s'agit des choses évidentes, mais au moins, il faut concentrer notre attention sur 2 aspects principaux, dont le premier, il faut améliorer les conditions actuelles, il faut créer des emplois prometteurs intéressants et deuxièmement, il faut rendre la vie confortable dans cette région. Et ce qui est l'essentiel pour que les gens concrets, les familles puissent comprendre que tout ce qui est réalisé, c'est à long terme, que l'horizon de planification est grand, que la vie y un habitant crée des avenirs pour les familles et leurs enfants, parce qu'il s'agit des perspectives. Surtout en ce qui concerne les afflux et migratoires, les arrivées des gens jeunes, ils doivent participer à la réalisation de ces tâches ambitieuses. C'est l'essentiel. Et encore une petite question de précision, parce que vous avez déjà mentionné que l'expérience de l'Extrême-Orient russe sera mise à l'échelle dans d'autres régions russes. Exactement comment? Comme j'ai déjà dit, si je peux la nommer, la nouveauté réside en fait que nous devons combiner l'évolution spatiale et aussi économique. Parce qu'en Sibérie, à l'Extrême-Orient, déjà à l'époque soviétique, comment est-ce que nous avons construit la vie? Nous avons construit des usines, ensuite des petits logements, des petits villages. Parce que ça veut dire d'abord on construisait des grandes entreprises, mais et aussi des logements pour les habitants qui n'étaient pas trop confortables pour la vie. Et en plus,
beaucoup d'entreprises, beaucoup de régions se sont développées de cette manière. Ça veut dire, d'abord, à l'époque, on a construit de grandes entreprises et quelque chose à côté en tant que logement. Et c'est juste après, on a commencé à réfléchir ce qu'il faut faire en plus pour rendre la vie vraiment humaine pour les gens, les spécialistes qui habitent là-bas. Et la différence de l'approche actuelle que nous proposons, il faut faire les deux en parallèle. Ça veut dire, dès le début, nous devons penser et réfléchir comment les gens vont vivre, qu'est-ce qu'ils vont faire, de quoi est-ce qu'ils vont s'occuper, surtout qu'est-ce qui va se passer sur le plan médical, de l'éducation, de la formation et mettre sur le plan d'application tous ces projets. Je ne vais pas citer exactement parce que pas tout ce qui n'a pas encore été achevé comme nous voulons. C'est pour ça que pour l'instant, je préfère garder le silence. Évidemment, peut-être nous n'avons pas finalisé tout ce que nous avons voulu, mais c'est le principe phare. Nous devons réaliser tout cela en parallèle, créer l'infrastructure pour la vie, aussi bien l'évolution, le développement de l'infrastructure et de l'économie. Et comme j'ai déjà promis, et j'ai déjà dit, je demande pardon. En ce qui concerne 22 localités, nous sommes en train de les faire évoluer et surtout dans les années à venir, nous devons faire le travail similaire pour environ 200 localités dans le reste du territoire russe. Maintenant, j'aimerais passer la parole au Premier ministre malaisien, M. Anwar Ibrahim. C'est à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Votre Excellence, Monsieur le Président, le vice-président de la République populaire de Chine, Vos Excellences, les invités d'honneur, tout d'abord, j'aimerais remercier le président Poutine de l'invitation à participer à ce forum remarquable qui occupe sa place digne à l'Extrême-Orient. Pour moi, ce forum est aussi très important sur le plan personnel parce que c'est ma première arrivée en Russie, même si vous ne me croyez pas. Il y a plus de 50 ans, quand j'étais un jeune leader actif, j'étais à bord de la compagnie Aeroflot et à Moscou. J'ai fait un transit pour Liège en faisant partie de l'équipe jeune à destination de Liège. À l'époque, on ne nous a pas autorisé à quitter l'aéroport. C'est pour ça que pour moi, c'est aussi l'honneur de me retrouver ici à Vladivostok, où l'histoire se combine avec les espaces russes, avec les perspectives de la région Asie-Pacifique. Étant au carrefour des voies commerciales, cette ville reflète l'importance des traditions russes et orientales, ce qui rend et transforme Vladivostok en tant que combinaison de toutes les cultures de cette région. Il est important à noter que l'Extrême-Orient occupe la place unique dans l'histoire russe en tant que port maritime très important, aussi comme le terminus de la magistrale transsibérienne, parce que cette ville symbolise le lien entre l'histoire et toute la Russie. Ici, nous trouvons le symbole de notre rencontre. C'est la combinaison des géographies, des ambitions, des aspirations qui sont partagées depuis sa fondation en 2015. Le Forum économique oriental attire les visionnaires et les leaders du monde entier parce que l'Asie, dont l'Extrême-Orient russe fait partie, représente une région avec un potentiel gigantesque. Évidemment, la part de cette région représente environ 5e part du PIB mondial. J'aimerais remercier le président Poutine pour sa vision stratégique à l'époque quand il a créé ce forum qui favorise l'évolution du dialogue et du partenariat. Mesdames et messieurs, la Russie
c'est non seulement une réalité économique et stratégique qui attire l'attention, mais bien sûr, en tant que la force culturelle, technologique et économique occupe la place importante sur l'arène internationale et qui dépasse les frontières classiques en pénétrant dans les tissus de l'histoire humaine. Et la priorité de la Russie ne s'explique pas par la puissance militaire malgré son importance. Tout d'abord, nous parlons de la force des idées, de la beauté, des forces créatrices, et ces réussites servent de la base de ce qu'on appelle soft power, grâce à laquelle la Russie occupe sa place digne dans le monde entier et qui bénéficie de l'amour des millions de cœurs dans le monde entier. Et je le sens personnellement, surtout sur le plan de littérature. Et moi, je le dis honnêtement, avec toute ma sincérité, parce que j'ai bu ce verre complètement grâce à la littérature russe et de cette région quand j'étais jeune. Et après, j'ai découvert Dante, Shakespeare et les autres. Parce que moi, je pense que la vie aurait pu être beaucoup plus pauvre si la littérature et la culture russe n'existaient pas. Dans ce contexte, je ne peux pas rendre hommage aux grands écrivains et poètes russes qui, avec toute leur maîtrise, étudiaient les profondeurs de notre vie quotidienne parce que leurs œuvres ont influencé directement ma vie personnelle. Par exemple, dans les œuvres d'Alexandre Fyodor Dostoïevski et Lev Tolstoï, les dilemmes, les problèmes importants humains sont étudiés pour répondre à la question qu'est-ce que ça veut dire être un être humain? Parce que Dostoïevski nous invite à réfléchir aux racines de l'âme humaine. Tolstoï nous invite à réfléchir à la nature du pouvoir, à la responsabilité et au flux du temps. Et sans se limiter à de l'importance de littérature, de la reconnaissance de littérature, nous voyons l'influence de ce grand pays sur l'idée internationale et mondiale qui nous aide à comprendre notre rôle dans les flux plus larges de l'histoire. En plus, l'attractivité et la force de littérature russe dépassent largement les réflexions philosophiques et les écrivains comme Pasternak, Tchekhov, Pouchkine et mon écrivain préféré, Solzhenitsyn et Anna Akhmatova. Ce sont les vrais génies qui symbolisent toutes les acquis, les réussites et les joies de la vie humaine qui retrouvent son écho dans mon âme. Mesdames et messieurs, en ce moment où nous faisons la promotion de l'humanité à travers les connaissances, les technologies, nous voyons que la Russie élargit les frontières de ce qui peut être imaginé, commençant par l'espace, en finissant jusque le domaine de cybernétique et le nucléaire. Nous avons entendu tout à l'heure des plans et des projets concrets qui ont été proposés à votre attention par son Excellence, Monsieur le Président, qui couvrent différentes filières. La formation, tout d'abord, l'attention à l'être humain et à ses besoins. Cette contribution symbolise la compréhension et la satisfaction aux besoins de ce monde, où nous voyons l'importance de la Russie au progrès de toute l'humanité et surtout le protectionnisme que nous voyons risque de faire fragmenter l'économie mondiale. Nous voyons l'apparition de nouveaux obstacles, y compris accompagnés par la limitation des technologies, ce qui nous préoccupe et ce qui suscite l'inquiétude. Et bien sûr, l'élan du Sud global et des pays du Sud représentent non seulement la transformation, mais une certaine reconfiguration sur
sur l'arène mondiale parce que tout d'abord, il s'agit des pays de l'Asie, de l'Afrique comme l'Inde, la Chine et de l'Amérique latine. Tous les pays de ce qu'on appelle le Sud global, bien sûr, jouent le rôle clé dans la mise en place de l'économie mondiale et de son futur. Selon les estimations actuelles, la part des pays du Sud global fait environ 40% de la production mondiale ou environ 85% de la population habite. Selon les pronostics, 3 des quarts des économies mondiales seront assurées par les pays du Sud global. Et cette croissance économique est déjà une réalité qui crée comme les opportunités et les défis. Pour la Malaisie, c'est très important de construire des liens stables et sûrs pour que nous puissions participer à cette croissance et faire notre propre contribution dans la construction de l'ordre mondial plus équilibré. Et comme la Russie, nous voyons le potentiel dans ces économies et nous essayons de développer les partenariats qui favorisent la prospérité mutuelle. Dans ce contexte, la Malaisie utilise activement les opportunités proposées aux pays du Sud global. Et nous faisons part des autres pays qui veulent créer une nouvelle paradigme de l'évolution plus inclusive, plus juste, plus stable et plus sécurisé. Dans le monde qui devient de plus en plus complexe, notre futur dépend de notre savoir de nous adapter, introduire les innovations et construire les relations qui dépassent les frontières traditionnelles. Le Sud global trouve son élan et la Malaisie aimerait participer et évoluer ensemble. Et nous sommes fiers du fait que nous avons des liens d'affaires avec le monde entier. Nous bénéficions des avantages du fait que nous représentons un nombre très important dans les chaînes d'approvisionnement globales. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le programme qui s'appelle la Malaisie civilisationnelle qui assure le rôle d'inclusion de notre pays. Dans les relations bilatérales entre la Russie et la Malaisie, c'est le financement islamique et c'est le domaine dans lequel la Malaisie a un système des institutions sûres qui partagent les principes de charia, mais aussi favorise l'introduction des innovations. La Russie, avec sa population musulmane très large, se trouve sur le seuil d'un potentiel énorme et je suis sûr que l'introduction du système bancaire d'islam pourrait favoriser les nouveaux investissements grâce à la population des musulmans. Et cela permet d'assurer une réussite dans ce secteur. La Russie est un des producteurs majeurs de céréales dans le monde et elle joue un rôle essentiel ici en matière de sécurité alimentaire. Les exportateurs russes de céréales ont permis de jouer un rôle de stabilisateur sur le marché mondial et avant tout dans les conditions de complexité des chaînes logistiques. Et ici en Russie, on voit qu'on a un État qui est particulièrement impliqué dans la recherche scientifique et les universités russes sont toujours dans les meilleurs classements mondiaux. Nous avons des ingénieurs, des chercheurs de niveau mondial. Et la création récente d'un centre russo-malais de recherche scientifique en Malaisie est pour nous un élément moteur de recherche. Et cette coopération dans les hautes technologies, dans les solutions scientifiques, en matière d'efficacité énergétique, de protection de l'environnement, de ville intelligente, nous permettent d'avoir des avantages collectifs dans le développement des innovations et la résolution des défis qui se présentent à nous au XXIe siècle. Nous avons donc ce travail qui se fait en matière d'intelligence artificielle, en matière de semi-conducteurs. Nous avons toujours le souci du respect des valeurs humanitaires pour que la compétition dans les hautes technologies donne naissance à des inégalités et à une fragmentation du paysage politique et social.
Et étant président de l'ASEAN cette année, nous nous prononçons comme pour le renforcement de la coopération et la recherche de solutions en synergie, la recherche de partenariats, de discussions pour la prospérité en commun. Nous accordons une grande importance ici au renforcement du caractère centralisateur de l'ASEAN et ceci fonctionne sur la base d'un consensus et cela oblige les pays membres à agir comme un ensemble cohérent. Et nous travaillons aussi avec d'autres sous-régions. Nous appelons à recourir aux différentes formes de partenariat. Et donc la Malaisie a l'intention de rejoindre les BRICS et de renforcer notre diplomatie sociale, comme on dit. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier chaleureusement le président Poutine pour l'invitation qu'il m'a adressée à participer au sommet des BRICS à Kazan au mois d'octobre prochain. Évidemment, nous entrons dans une nouvelle époque qui se caractérise par une grande compétition entre les grandes puissances. Il y a des bouleversements économiques qui se produisent. Nous avons ici nous avons des outils pour consolider nos efforts, pour résister au changement climatique et à continuer à travailler ensemble d'un front uni et développer des stratégies communes pour utiliser les meilleures pratiques politiques et assurer plus de paix et de prospérité en Asie et dans le reste du monde. Excellences, mesdames, messieurs, en dressant cette voie vers l'avenir, n'oublions pas que la véritable force de notre partenariat réside pas seulement dans les accords que nous pouvons signer ou dans les projets que nous mettons en œuvre, mais avant tout dans notre vision commune et le respect mutuel qui caractérise nos peuples. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Ibrahim, tout d'abord, félicitations. Nous sommes heureux de vous voir ici. Vous avez abordé des questions philosophiques qui sont importantes, mais on va parler des BRICS. Des BRICS, c'est important aussi. La Malaisie voudrait rejoindre les BRICS. Est-ce que vous pourriez préciser votre pensée à ce propos? Nous voulons être une partie intégrante de ce monde. Nous sommes convaincus que nous pouvons continuer à travailler dans ces échanges économiques et commerciaux. C'est une motivation. Nous pouvons travailler dans les investissements avec les échanges commerciaux avec les États-Unis, l'Europe, avec les autres parties du monde. Nous pouvons être plus forts ici en travaillant ensemble. Nous travaillons avec la Chine, qui est aussi un des grands mainteneurs de la paix. Et la Russie aussi est un pays avec qui on peut travailler sur le plan diplomatique. Et comme l'a dit le président Poutine hier soir, nous avons beaucoup de capacités en Russie pour développer les secteurs. Et les BRICS nous permettront de bénéficier de ces avantages et aussi de partager, notamment sur le plan des... il y a différents secteurs sur lesquels nous pouvons travailler dans la région. Il y a la question des semi-conducteurs, mais surtout les BRICS nous donnent une opportunité de travailler dans des conditions de pratiques commerciales honnêtes, avec des infrastructures financières et bancaires qui ne sont pas monopolisées par un pays, mais où on travaille sur un pied d'égalité et les pays du Sud peuvent travailler avec nous dans ce contexte et à ce moment-là, on peut travailler avec l'ensemble du monde. Merci. Et M. Poutine,
quand on parle du sommet des BRICS qui va se tenir à Kazan au mois d'octobre, qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? Et en 2023, les échanges commerciaux entre la Russie et les pays des BRICS étaient 290 milliards de dollars. Compte tenu du rythme d'évolution qu'il y a en ce moment, est-ce qu'il y a la dédollarisation? Est-ce que c'est une tendance momentanée ou est-ce que c'est quelque chose qui à plus long terme? Avant tout, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas une politique de dédollarisation que nous menons. Nous n'avons pas renoncé à effectuer des règlements en dollars, mais cela nous a été refusé. Donc nous avons été obligés de trouver d'autres solutions. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est autre chose. C'est que les devises de tel ou tel pays expriment la puissance politique de ces puissances. Et plus l'économie d'un pays est importante, plus elle a des partenaires, plus sa devise est utilisée dans les règlements. Et donc, c'est naturel, puisque si une économie concrète dans un pays a beaucoup de partenaires, évidemment, il y a l'utilité d'utiliser sa devise. Donc, l'utilisation de la devise de tel ou tel pays dépend de l'économie de ce pays-là dans le monde. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient évidemment utilisé avec avantage de cette position. Il y avait le plan Marshall pour l'Europe. Ils avaient créé un système mondial, le système de Bretton Woods. Et puis ensuite, ils l'avaient modifié. Ils ont mis en place un autre système. Ils ont créé donc cette monnaie mondiale, le dollar. Et cela dépendait et dépend toujours, comme je l'ai dit, de la puissance économique du pays. Aujourd'hui, la situation, et Monsieur le Premier ministre vient d'en parler, il y a l'équilibre de ces puissances économiques, des deux plus grandes puissances économiques évolue. Et aujourd'hui, pour les pays du Sud, c'est 50% du PIB mondial. Et les pays des BRICS, c'est un tiers de l'économie mondiale. Et naturellement, et je le souligne, c'est un processus naturel, on a un changement dans les priorités ici, et évidemment, avec nos partenaires au sein des BRICS, nous utilisons les devises nationales à hauteur de 65%. C'est un processus naturel. Mais les autorités économiques et politiques des États-Unis, c'est pas qu'elles sont maladroites, c'est qu'elles agissent de façon pas professionnelle, et je pense qu'elles incitent elles-mêmes à cette dollarisation. Ils ont fait une faute, mais ils n'arrivent plus à sortir de cette ornière. Et c'est difficile pour eux de reconnaître qu'ils ont fait une faute, alors qu'il faudrait déjà corriger, modifier un peu la situation, les méthodes qu'ils utilisent, puisque on passe aux devises nationales et c'est tout. Donc apparemment, ils ne peuvent pas changer ça. Ou alors c'est peut-être ceux qui viendront remplacer l'élite politique actuelle et qui comprendront ce qu'il faut faire. Parce que si on change quelque chose, il faut reconnaître qu'on s'est trompé. Et ça, c'est difficile. Donc c'est comme ça que j'explique ce comportement. Comme ils voient que les choses s'écroulent, donc ils n'ont pas envie de lâcher le dollar. Mais cette tendance, elle incite à ces processus, et la tendance à l'utilisation des devises nationales est liée à la croissance économique d'une manière générale. Donc la Chine, on connaît qu'en parité de pouvoir d'achat, c'est la première puissance au monde. Oui, l'économie américaine est puissante, elle est structurée, elle se distingue des autres. Mais en volume d'économie, celle de la Chine est en première place. En deuxième, il y a les États-Unis. Et l'écart entre les deux ne cesse de s'accroître d'année en année. Et cela se manifeste dans le volume des échanges commerciaux. Donc,
on a au deuxième place les États-Unis, en troisième on a l'Inde, et la Russie est déjà quatrième en parité de pouvoir d'achat dans le classement mondial. Et donc, il y a encore eu tout récemment des calculs à l'étranger qui ont été faits. Nous avons dépassé le Japon. Oui, je sais, le Japon, l'Allemagne, ils ont des hautes technologies, mais le volume de l'économie est aussi important parce que un volume, ça permet d'investir des ressources dans tel ou tel secteur de l'économie. Donc, je le répète encore une fois, c'est un processus naturel qui n'est pas lié à la conjoncture politique, mais par leurs décisions maladroites et irréfléchies, les États-Unis ont suscité ce processus. En ce qui concerne les BRICS, oui, on voit qu'ils se développent de façon tout à fait réussie. La Russie, la Chine, l'Inde, c'est un peu le noyau de cette organisation. Donc en 2014, quand nous avons commencé à mettre en place, après il y a le Brésil qui s'est joint à nous, puis l'Afrique du Sud, et aujourd'hui nous avons encore doublé le nombre de pays membres. Et donc nous avons aujourd'hui un intérêt de la part de 30 pays. Ils nous manifestent leur volonté de coopérer avec nous, et certains d'entre eux même à nous rejoindre. Et donc, il y a des pays qui sont tout à fait forts, qui se développent de façon dynamique, et qui ont leur propre culture, qui sont des États tout à fait intéressants, et qui apporteront évidemment une contribution positive à cette évolution. Merci beaucoup, Monsieur Poutine. Je vais m'adresser à un autre membre des BRICS aujourd'hui, M. Hangen. À vous la parole. Monsieur le Président Poutine, Monsieur le Premier ministre, chers participants au forum, mesdames, messieurs, chers amis, bonjour. Je suis très heureux de participer avec vous à ce 9e forum économique oriental, avant tout de la part du président Xi Jinping et du gouvernement de la Chine, vous adresser mes félicitations pour l'ouverture de ce forum. Vladivostok sert de fenêtre vers le monde et de coopération avec les autres pays asiatiques. À l'initiative du président Poutine, c'est Vladivostok qui, en 2015, a reçu le premier forum économique oriental qui, aujourd'hui, se développe de façon régulière et suivie et qui devient donc une plateforme de consensus, de discussion et de recherche de solutions de développement. Et la thématique choisie avec l'horizon 2030 correspond tout à fait aux impératifs du temps, de la situation telle qu'elle est aujourd'hui et des nécessités des pays de la région. Notre objectif en commun, c'est de développer la coopération dans une atmosphère de confiance et d'avantages mutuels. Et le président, la rencontre les relations entre le président Poutine et le président Xi Jinping montrent la stabilité et la régularité du partenariat entre la Russie et la Chine dans nos temps nouveaux. C'est pour ça qu'ils se sont rencontrés à Pékin, à Astana. Ils ont noté les grandes orientations de développement de ces relations bilatérales et de cette collaboration multisectorielle et du renforcement de cette relation diplomatique. Et donc les deux pays unissent leurs efforts pour surmonter les difficultés tout en suivant chacun leur voie pour apporter un avantage sensible à nos deux pays et apporter une contribution dans cette cause qui est le développement de l'économie mondiale. Le nord-est de la Chine
et l'extrême-orient russe sont proches géographiquement. C'est une région qui a énormément d'avantages en matière d'investissement, de transport, de commerce, d'énergie, et évidemment nous sommes des partenaires naturels. La Chine a conforté sa position de meilleur partenaire économique et commercial et d'investisseur dans l'extrême-orient russe, et en 2023, le volume de nos échanges était de 33 milliards de dollars, et donc cette zone cultive une nouvelle orientation. Cela correspond à la stratégie de la Russie de développement de l'extrême-orient russe, et les dirigeants de nos pays accordent une très grande importance et sont très attentifs à ces activités. Et il faut noter à cet égard la rencontre, l'exposition russe organisée à Harbin en mai dernier, et le président Poutine y avait participé en personne, ce qui a été considéré pour les relations bilatérales comme un élément déterminant. Cela rapproche nos régions russes et chinoises, et cela présente beaucoup d'avantages. Et avec la partie russe, nous sommes respectueux des accords qui ont été convenus. Nous travaillons à l'accélération de ces échanges, au développement des infrastructures frontalières et à l'harmonisation des règles et standards, à favoriser l'ampleur et la qualité de notre coopération, renforcer le fondement de ce travail que nous faisons dans nos relations, dans notre époque, et pour apporter une contribution significative au développement et à la stabilisation dans le monde entier. Mesdames, Messieurs, sur fond des bouleversements importants que nous constatons dans le monde, nous voyons les attentes dans le monde et nous cherchons des avantages importants qui peuvent être partagés. Et ça, c'est une tendance significative qui est déterminante pour l'humanité. Ce sont des initiatives de sécurité, ce sont des initiatives civilisationnelles proposées par le président chinois et qui constitue l'orientation politique majeure et qui donne un coup de pouce à l'ensemble de ceux qui veulent surmonter toutes les difficultés et assurer le développement. Nous sommes prêts à travailler avec les décideurs de la région pour renforcer cette coopération et assurer la paix et la stabilité et la prospérité dans toute cette région. À cet égard, je voudrais proposer ce qui suit. Premièrement, s'en tenir au principe de transparence, d'ouverture et d'inclusivité qui correspond aux impératifs de notre monde. Et c'est une tendance de l'époque. Et la Chine mène toujours sa politique d'ouverture pour la recherche d'avantages mutuels, pour soutenir le développement économique et lutter contre le protectionnisme et le déchirement des chaînes logistiques. Nous sommes prêts à renforcer la cohésion avec les pays de la région sur la base de ces principes d'ouverture, de respect mutuel pour le développement commun. Deuxièmement, nous pouvons renforcer notre coopération, et ça, c'est un moyen de développer l'ensemble de cette région, de mettre en valeur tous les avantages dont elle dispose pour l'ensemble de la partie orientale de l'Asie, et c'est une coopération que nous devons assurer en travaillant à la recherche de nouvelles solutions qui sont des avantages, de façon à ce que nous puissions développer, assurer ensemble la stabilité, renforcer les chaînes logistiques entre nos pays, développer de nouveaux secteurs comme l'économie numérique, l'intelligence artificielle, ainsi que nous pouvons travailler ensemble pour le bien de nos pays. Troisièmement, c'est assurer la sécurité dans la région. Cette sécurité, elle est essentielle.
elle est le gage du développement de la Russie. Et la Chine est pour la paix partout dans le monde. Elle est pour le développement. La Chine se prononce contre les hégémonismes et contre les volontés imposées à tous les autres pays. Elle est contre l'ingérence dans les affaires intérieures et l'usage de deux poids, deux mesures. Elle est pour la sécurité, et cette sécurité qui est maintenue dans cette partie de l'Asie ne réussit que parce que nous travaillons de concert. Nous avons un dialogue qui nous permet d'échanger pour défendre les intérêts de la sécurité dans notre région. Mesdames, Messieurs, chers amis, tout récemment, il y a eu le 3e plénum du Parti communiste chinois qui a déterminé les grandes orientations pour la modernisation de la Chine. Cette modernisation se fait dans des conditions de volonté de développement, un développement de qualité à tous les niveaux pour plus d'ouverture, plus d'opportunités pour la région et l'ensemble du monde. Nous sommes prêts à unir nos efforts avec nos partenaires pour assurer cette modernisation dans l'ensemble du monde, pour une coopération juste et commune. Nous travaillons cette modernisation. En conclusion, je souhaite à tous un travail fructueux dans le cadre de ce forum. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup au vice-président chinois, M. Han Jin. Messieurs les présidents, bien sûr, je dois mentionner surtout, vu l'importance de l'agenda, qui concerne non seulement l'Extrême-Orient et surtout notre coopération avec la région Asie-Pacifique. Plus de mois, les troupes ukrainiennes frappent le territoire russe. Comment est-ce que vous estimez le statut actuel dans la zone transfrontalière au sud de la Russie et quelle importance aujourd'hui la probabilité de la menace nucléaire vu les frappes contre la station nucléaire de Kursk? Quand nous parlons de ces questions, nous devons réfléchir tout d'abord aux gens qui passent à travers ces actes terroristes et le devoir sacré des forces armées russes, c'est de repousser les forces ennemies et surtout protéger nos citoyens et tout le pays doit tout faire pour soutenir les gens. En ce qui concerne le côté militaire de ce dossier, j'ai déjà dit, l'objectif de l'ennemi résidait en fait pour nous faire nous inquiéter, pour faire passer les troupes d'une zone à l'autre et arrêter notre attaque, et surtout dans les régions du Donbass qui représente notre premier cible, notre premier objectif. En répondant à la question est-ce qu'ils ont réussi? Non, ils n'ont pas du tout réussi parce que nos forces armées ont stabilisé la situation en repoussant l'ennemi des zones et des territoires transfrontaliers. Et deuxièmement, ce qui est l'essentiel, aucune action concernant notre entrave ne se passe, c'est plutôt l'opposé. En faisant et assurant l'arrivée de leurs troupes dans ces zones, surtout leurs troupes qui ont été assez bien préparées. L'ennemi s'est affaibli sur certains axes, par contre nos troupes ont accéléré les attaques et avant-hier par exemple, le groupe Sud a déjà frappé, déjà envahi le triangle 5 sur 7 kilomètres et surtout le groupement centre dans l'axe de Pokrovskoye qui réussit. Il s'agit des conquêtes des kilomètres carrés de 3 sur 5 et les autres. Deuxièmement, et finalement, ce qui est aussi très important, l'ennemi subit des pertes très grandes. En ce qui concerne le personnel et le matériel, je ne veux pas citer les détails parce que le ministère russe de la Défense donne les informations, mais ces données sont confirmées grâce
certaines sources. Donc, qui sont les conséquences? Ça risque d'assurer la destruction du front pour eux et surtout les pertes puissent résulter en disparition des forces armées ukrainiennes, ce qui représente notre but, à ce que nous aspirons. C'est une estimation d'ensemble et surtout notre état-major général et notre ministère de la Défense nous informent quelques fois par jour. Vous avez déjà mentionné l'importance des gens qui habitent ce territoire et surtout leur protection. Récemment, j'ai omis. En ce qui concerne les frappes contre la station nucléaire de Zaporozhye et de Kursk, ce sont des attentats et des actes terroristes très dangereux. Nous pouvons nous imaginer ce qui va se passer si nous allons réagir de la façon miroir. Vous pouvez vous imaginer. En parlant de ce qui s'est passé récemment, vous avez déjà visité hier le pont d'état-major de la flottille et aussi dont les troupes d'infanterie participent à l'opération militaire spéciale. Et hier, quand vous avez parlé à leur commandant, on a cité certains problèmes. Tout d'abord, c'est le soutien sur le plan des logements. Avec quelle fréquence vous faites face à ces divergences? Je ne appellerai pas les divergences. Ces problèmes existent parce que le commandant de la 155e brigade n'a pas posé cette question parce que c'est lui qui a choisi pour les futurs logements, pour les militaires, parce que leur construction est en cours, qui bénéficie du soutien des autorités globales. Mais évidemment, il faut réaliser ces projets opportunément et certains commandants ont déjà fait attention aux questions qui doivent être abordées dans l'immédiat. En plus, j'ai parlé avec le commandant de la 110e brigade de l'infanterie et de la flotte de la mer du Noir, parce que là-bas, chez eux, ils ont vraiment les vrais besoins pour la construction des logements, pour les militaires qui assurent leurs devoirs dans la zone transfrontalière, qui réussissent. Ce sont de vrais héros. En plus, à l'aparté, en répondant à la question dans l'ensemble, l'un des objectifs de notre ennemi, c'est de semer la panique, de déséquilibrer les situations politiques à l'intérieur de Russie pour faire apparaître l'inquiétude et l'incertitude de nos efforts. Mais finalement, comme ça se passe habituellement en Russie, ça a résulté en consolidation des efforts de toute la population russe, et surtout tous les gens et tous les hommes qui pensent qu'ils doivent être sur le front pour protéger la patrie. Le nombre des bénévoles et volontaires qui signent les contrats avec notre ministère de la Défense a augmenté considérablement. Évidemment, comme le commandant de la 810e brigade de l'infanterie de la mer Noire, il a déjà dit, parce que toutes les troupes ukrainiennes ils font à l'opposé. Évidemment, il y a assez des opportunités et j'ai déjà donné l'ordre au ministère de la Défense pour qu'il fasse la préparation des propositions nécessaires. Vous avez déjà dit que Kiev pourrait entamer les négociations avec la Russie après l'échec de leur aventure dans la région de Kursk. Mais avant, est-ce qu'il y avait des perspectives de négociations de paix? Mais nous avons déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises. Pratiquement tous les paramètres de l'accord de paix avec les représentants du gouvernement à Kiev, nous les avons atteints. Nous nous sommes mis d'accord déjà à l'époque, d'autant plus le dirigeant de la délégation de négociation dirige toujours la fraction du parti au pouvoir dans la Rada suprême. Elle a déjà visé ces accords. Évidemment, à l'époque, il a fallu ajuster certains éléments, mais quand même, le visa a été apposé. Après, M. Johnson, comme il est universellement connu, est arrivé et surtout, les pouvoirs britanniques ne le refusent pas. Et c'est lui qui a ordonné aux Ukrainiens de battre jusqu'au dernier Ukrainien pour assurer la défaite stratégique à la Russie où il n'arrive pas. Et les pouvoirs ukrainiens
officiels ont annoncé publiquement que s'ils avaient accompli nos accords, et s'ils n'avaient pas respecté les consignes de leurs parents d'outre-mer, on aurait déjà pu finir par la paix. Nous n'avons jamais refusé les négociations de paix, mais pas sur la base de quelques exigences mystérieuses, mais surtout sur la base des documents qui ont été validés et paraphés à Istanbul à l'époque. Est-ce que vous comprenez quel pays pourrait devenir médiateur dans ce processus si ces négociations reprennent? Avec tout notre respect, nous avons des relations avec des partenaires, nos amis qui ont un vrai intérêt à résoudre toutes les questions liées avec ce conflit. Tout d'abord, je parle de la République populaire de Chine et du Brésil, de l'Inde. Je reste toujours en contact avec nos collègues sur ce dossier et j'ai aucun doute que les dirigeants de ces pays avec qui nous avons des relations de confiance aspirent sincèrement pour débattre tous les détails de ce processus qui a commencé par le coup d'État en Ukraine en 2014. Et je tiens à rappeler, parce que ça a été le point de départ de ce processus. Parce que tout le temps, on nous dit et nous parle des droits de l'homme, de certains principes du droit international qui doivent être respectés par tout le monde. Mais qu'est-ce que cela représente? Un coup d'État anticonstitutionnel sanglant en Ukraine. Où est-ce que ça a résulté? Parce que finalement, une partie de la population du pays n'a pas accepté les résultats de ce processus, n'a pas accepté le coup d'État. Ils ont commencé à protéger leurs droits et finalement, ça a résulté en conflit actuel. Mais ils préfèrent ne pas se rappeler ces éléments. Et bien sûr, nous allons toujours protéger nos intérêts et les intérêts des gens qui sont proches pour nous, qui sont les phares de la culture, de la langue russe et de la littérature russe dont notre invité d'honneur a déjà parlé brillamment aujourd'hui. Monsieur Poutine, nous comprenons très bien que vous avez cité les négociations sont possibles, pas directement avec Kiev, mais avec ses parents occidentaux. Mais est-ce qu'on pourra en faire confiance au futur? Parce que si on regarde l'histoire et les faits historiques, la Russie a été trompée à plusieurs reprises parce qu'il s'agit des accords de Minsk, l'expansion de l'OTAN à l'Est, etc. Nous comprenons avec qui nous avons des relations avec les gens qui ne respectent pas du tout les intérêts des autres peuples et des autres pays. Malheureusement, des gens de ce type-là existent et qui violent facilement tous leurs accords, même les documents signés. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Il faut chercher quelques formes de garantie qui pourraient fonctionner sous quelques formats, mais la garantie principale de la sécurité, c'est la croissance économique et du potentiel militaire de la Fédération de Russie elle-même, les relations stables avec nos partenaires et nos alliés. Merci. Monsieur Ibrahim, tout à l'heure avec Monsieur Poutine, nous avons discuté du fait que la Russie a toujours essayé de trouver une solution par la voie pacifique de côté. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à avoir l'accord de paix et pourquoi les négociations à Istanbul ont été arrêtées ou suspendues? Mais comme j'ai déjà dit pendant la conversation d'hier avec le président Poutine, j'ai effectué une visite à Istanbul où j'ai passé une journée, j'étais au courant de ces négociations et à l'époque, je pensais que cette question soit clôturée parce que les deux parties ont partagé le même accord et dans l'ensemble, ils ont validé les paramètres de l'accord de paix. Et à mon avis, il faut attendre surtout la paix parce que cela influence non seulement les relations bilatérales, mais les relations dans le monde entier parce qui ont résulté en dysfonctionnement de certaines chaînes
d'approvisionnement et logistique, mais à ma connaissance, ces paramètres ont été validés à Istanbul, qui servaient de la base pour le futur accord de paix qui a été accepté par les deux parties. Et de notre côté, nous soutenons ce type d'accord compte tenu du fait que les paramètres étaient justes et les deux parties se sont engagées conformément à cet accord et à son projet. Et tout le monde partage l'avis que ce qui a été agréé doit être respecté. Et j'espère que cet accord soit mis sur le plan pratique. Nous avons dit qu'à l'époque, nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord avec la médiation du président Erdogan, mais quand même, nous nous sommes mis d'accord, ce qui est confirmé par la signature du chef de la délégation ukrainienne qui a paraphé ce document. Cela veut dire que les accords atteints, dans l'ensemble, ils arrangeaient la partie ukrainienne. Mais l'accord n'est pas entré en vigueur pour une simple raison, parce qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas le faire. Parce que les élites des États-Unis et de certains pays européens, ils ont eu le désir d'assurer la défaite stratégique contre la Russie. Parce qu'à l'époque, ils pensaient qu'ils vont mettre la Russie à genoux, parce qu'ils voulaient la déchirer en plusieurs fragments, parce qu'à l'époque, ils pensaient que c'était la réalisation de leur rêve auquel ils aspiraient pendant des décennies et des centaines d'années. Johnson est arrivé, il n'a pas dit non, continuer les hostilités jusqu'au dernier Ukrainien, ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Et je pense tous ceux qui dirigent l'Ukraine, j'ai l'impression comme